Assurer un deux roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire. Mutuelle des motards, liberté assurée. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr. Bonjour, vous reconnaissez ce logo? Nous sommes chez Dainese, la marque italienne nous accueille pour une visite exceptionnelle. Ici au siège à Vicenza, puis à Molvena, on va découvrir les secrets de la fabrication des cuirs et en particulier sur l'airbag révolutionnaire développé par la marque. Et qui dit Dainese dit compétition, donc on parlera de MotoGP et de sport en général au milieu de nos rubriques habituelles. C'est parti pour une visite très intéressante, suivez-moi. Nous sommes donc dans le superbe showroom de Dainese en compagnie de Renato Montagnier. Bonjour Renato. Bonjour à vous. Merci de faire l'effort de faire cette interview en français. On va essayer. On va essayer. Tu es architecte de formation. Oui. J'ai étudié architecture à Venise. D'accord. Le design est un élément très important dans cette marque Dainese. On a vu le Black Cube où se passe un peu toute la distribution des produits qui vont un peu partout dans le monde. Le design Dainese t'inspire? Oui, bien sûr. Pour moi, je suis un architecte. J'ai commencé avec Lino Dainese à découvrir les produits. Et je peux dire que Dainese, c'est une véritable marque de design industriel. Et donc, l'Italie, c'est une place où le design industriel est très fort. Il y a eu beaucoup de maîtres. Et donc, travailler avec Dainese, c'est une belle chance pour vraiment découvrir la maîtrise du designer en Italie. Oui, Federica, qui nous accueille gentiment tout au long de cette journée, nous a dit que le design originel de Dainese a été imaginé avant même la création de la marque en 1972. Bien sûr. Lino était vraiment un créatif. C'était pas seulement un entrepreneur. Il était un créatif avec une vision. Et même toujours, il est toujours dans le monde de l'art, ce n'est pas seulement les produits, mais c'est l'acte créatif. Est-ce que ça compte aussi dans le choix de vos ambassadeurs? Parce que vous avez Valentino Rossi, il y a aussi Guy Martin, qui sont des personnages fantasques un peu. Oui. La création, c'est une chose de l'âme. Non, ce n'est pas seulement la performance, ce n'est pas seulement la vitesse. Mais la création, c'est si les personnes ont quelque chose à dire. Et les choses à dire, c'est peut-être parmi la prestation, mais même de la façon qu'ils vont affronter la vie. Et donc, c'est ça c'est vraiment la base de la créativité chez Dainese. Tu as parlé, Renato, d'autres sports qu'explore Dainese, l'équitation, le vélo, bien sûr. Aussi maintenant, vous avez commencé la voile avec de la compétition. On sait que la Coupe de l'America a été gagnée et les skippers vainqueurs avaient des vêtements Dainese. Vous commencez toujours par la compétition pour arriver au produit final, c'est ça? Oui. On dit qu'on est inspiré par inspired by humans, non? Inspiré par les humains. Et donc, pour nous, c'est un peu la recherche de travailler sur des hommes dans les situations les plus extrêmes. D'accord, donc les protections, c'est un peu c'est un peu l'ADN de Dainese. Les protections, il y a les cuirs, que ce soit des blousons ou des combinaisons, des bottes, mais aussi des casques depuis 2007 et l'intégration d'AGV à la marque Dainese. Oui. Donc il y a quoi aussi comme produit? Des gants, bien sûr. Oui, l'idée c'est vraiment d'imiter l'homme.
Et donc, on va créer une espèce d'aide de la tête à pied, donc avec la recherche de quelque chose qui va pas limiter les mouvements. Il s'est inspiré aussi des animaux. Le tatou, par Oui. exemple, les protections naturelles de certains animaux aussi l'ont inspiré. C'est Pour la toujours plaque dorsale, par exemple. la création, c'est de rendre parfait ou d'améliorer quelque chose qui déjà la nature a donné. D'accord. Donc, merci Renato. On va passer à notre rubrique Top Flop et tu vas réagir un petit peu à certaines informations. On regarde tout de suite les tops et les flops. Suzuki France vous donne rendez-vous les 20 et 21 juillet au pôle mécanique d'Alès pour une plongée dans l'univers Suzuki. Des stars, du show, des essais, 2 jours de passion, de convivialité et de fête. Le Suzuki Festival, on compte sur vous. Les tops et les flops avec le premier top qui concerne une marque italienne, Ducati, que vous connaissez bien évidemment, avec qui vous travaillez aussi. Il y a certains pilotes Ducati historiques. Oui, oui. Et donc Ducati a installé des capteurs avant-arrière sur la future Multistrada qui devrait arriver en 2020. La Multistrada qu'a testé notre cher réalisateur Éric Communier, donc peut-être la version 2020 te plaira davantage. La collaboration de Ducati avec l'Université Politecnico di Milano pour les radars anti-collision, ce sont des radars anti-collision, ça fait partie d'un nouveau système avancé d'aide à la conduite, les fameux ARAS, Advanced Rider Assistance System. J'imagine, Renato, que vous travaillez aussi beaucoup avec l'électronique, notamment sur l'airbag. Oui, bien sûr. L'électronique, c'est vraiment la base du produit. Il faut chercher de maîtriser l'air et donc d'avoir une intelligence dans le produit. Et donc, le futur sera toujours plus lié à l'électronique. Il y a des marques avec lesquelles vous travaillez en particulier, Ducati, il y a des ambassadeurs d'Aines chez Ducati, fameux, et il y avait Carl Fogarty, évidemment, Oui, dont oui, il oui. y a un cuir râpé, j'ai vu un cuir râpé là-bas. Je crois que Troy Bayliss c'était Ducati oui. également, donc vous avez des grands champions. Vous savez, Dainese, c'est depuis 72. Non? Qui va être dans la compétition. Donc, c'est plus facile de dire les noms qui n'ont pas travaillé avec Dainese que chercher de rappeler les personnes qui ont travaillé dans les années avec Dainese. D'accord. Donc, le deuxième top concerne les Bikers Classics, sur lesquels on verra sans doute plusieurs pilotes d'Aines. Le premier week-end de juillet avec l'épreuve des Sultans of Sprint, le trial vintage, une parade Grand Prix avec des machines de course. Il y aura la Ducati MotoGP de Stoner, la Kawasaki ZX-RR d'Alex Hoffman, la Ducati 1999 Superbike de Troy Bayliss, dont on vient de parler, la moto de Noriyuki Haga également, la 500 RGV de Kevin Schwantz, un autre ambassadeur d'Aines, Kevin Schwantz. Ouais. Qu'est-ce que signifie Kevin Schwantz pour vous? Est-ce qu'il est particulier dans l'histoire de Dainese? Oui, c'était vraiment, pour les Italiens même, c'était vraiment proche de l'idée de vitalité, de l'énergie, de la... Il a coûté beaucoup, il a coûté cher en cuir, non ouais, Kevin. mais c'était un plaisir, et donc c'était les pièces, ce sont de pièces d'art. Non? Et Oui. il avait de la classe même à les graver. Oui, alors on se souvient en France d'une publicité quand Kevin Schwantz a arrêté sa carrière, un publicitaire avait dessiné une vache avec les sponsors sur son cuir et il avait dit la vache disait merci. Donc voilà, Kevin Schwantz au Bikers Classic à Spa. En tout cas, sa moto sera là, l'homme je ne sais pas, et il y aura également des prépas exceptionnels comme la bonne ville de Fred Kruger, le fameux préparateur belge. On passe au flop avec la récupération de points dans le collimateur. Il se trouve que j'ai fait un stage de récupération de points récemment et j'ai appris,
je le savais déjà, mais ça m'a été confirmé, que la récupération de points est remise en cause par le gouvernement français, tout simplement parce que le ministère de l'Intérieur, qui a récupéré la sécurité routière aux dépens des transports, considère les stages comme non efficaces vu le taux de récidive. Il faut savoir que dans ce cas, il y a 60 000 emplois menacés. C'est une enquête qui a été réalisée. Il y aurait environ 60 000 emplois menacés si les stages de récupération de points venaient à être supprimés. Comment ça se passe en Italie, la récupération des points? Est-ce que le permis est à points? C'est toujours c'est compliqué. Je n'ai pas perdu le point, et donc je connais. Vous avez des points aussi. Combien de points? Je crois 10. Quand vous perdez des points, vous pouvez les récupérer? Ouais. Il y a des stages aussi? Ouais. D'accord. En Italie, vous savez, si vous payez double, on ne va pas les lever. Ah oui? Oui. Je comprends bien comment ça marche, mais pour la vitesse, en voiture, j'ai beaucoup de fois que je vais payer pour la vitesse dans l'autoroute, mais car ils vont demander, c'est toi qui vas guider la voiture? Et tu vas dire, oh non, je ne sais pas. Et donc, on va payer 2 fois, et donc on va... Pas avoir de points. Ouais. Ça... C'est un peu l'Italie. Hein, il y a la loi, mais toujours... à côté. Ouais. Merci Renato. On va passer tout de suite au Technoshop de Valentin. Salut à tous, cette semaine on va faire un petit tour dans le futur avec une technologie à la limite de la science-fiction. En effet, grâce à l'équipementier Bosch, les chutes en virage pourraient bien être un jour de l'histoire ancienne, puisqu'il travaille actuellement sur rien de moins qu'un système de tuyères positionné sous la moto pour se sortir des pires pertes d'adhérence. Concrètement, si vous prenez une courbe plein angle et que vous vous retrouvez avec du gravier, des feuilles mortes, une tache de gasoil ou n'importe quel autre pépin de ce genre sur votre trajectoire, généralement c'est la chute assurée. Mais avec ce dispositif, des capteurs placés sur la moto permettent de détecter une glisse des roues pour déclencher la tuyère. Celle-ci libère alors un jet de gaz sous pression qui va plaquer la moto contre l'asphalte pour lui permettre de retrouver du grip et ainsi éviter la chute. Alors, on n'a pas grand-chose à ajouter de plus, les images elles parlent d'elles-mêmes, nous on a été littéralement bluffés. Le seul problème c'est que pour l'instant on n'a aucune date de commercialisation, on ne sait même pas si Bosch intégrera un jour cette technologie sur une moto de série. Alors en attendant, faute de tuyère, il faudra s'en remettre au coude de Marc Marquez. Renato, j'ai une petite question sur la proportion de motos et de scooters en Italie. Est-ce qu'elle varie? Est-ce qu'il y a plus de motos, de gros cylindrés en Italie que de scooters? Il y a une culture scooter également ici. Les scooters, c'est la praticité et je crois que c'est préféré dans les villes et pour le commuting. Mais il y a beaucoup d'Italiens qui aiment beaucoup l'idée de la moto comme objet de passion et pas comme objet de transport seulement. Alors la moto comme objet de passion, on en reparle tout de suite dans l'essai de la Versys 1000 de notre nouvel essayeur, Eric Communier. Téléportation réussie de Firenze aux gorges du Verdon. Merci Captain Dumain. Le seul bémol dans la présentation de cette nouvelle Kawasaki Versys 1000, je ne suis pas andénaise, je m'en excuse, c'est juste un blouson à 15 000 €. Fait sur mesure, la classe. Les beaux jours ont commencé et vous êtes prêts à partir avec maman pour un long trip de folie. Eh bien j'avoue, cette Kawa Versys 1000 est une belle surprise. Je roule d'habitude sur un 3 cylindres anglais. Là, ce 4 cylindres en ligne a un moteur super doux, que ce soit à bas ou au régime. On est super bien installé pour les longues distances, ça compte. Le rayon de braquage est super large. La position de conduite est naturelle. Elle n'est pas fatigante à conduire, bien au contraire. La Versys 1000, c'est une transmission par chaîne. Elle fait 250 kg, mais franchement, on le sent pas trop.
Elle fait 120 chevaux et même en 5e et 6e, je peux vous assurer qu'elle envoie pas mal. Le réservoir fait 21 litres, les amateurs de longue distance apprécieront. Cette Kawasaki, c'est une 6 vitesses, 6 speed, comme dirait notre polyglotte, notre multiglotte de l'émission Eric Sélis. Eric Sélis, comme vous l'avez remarqué, n'est pas présent dans l'émission. Monsieur se rajoute une glotte supplémentaire au Japon. Eh oui, il apprend le japonais. Et d'ailleurs, très sympa, il nous a appelé juste avant l'émission pour nous dire que Kawasaki se disait en japonais Kawasaki, sachant que c'est sans concession qui lui finance le voyage. Une chose qui est pas mal du tout, c'est la béquille centrale. Si vous avez regardé le web atelier de Didier Daléo, c'est idéal pour graisser votre chaîne. Il y a le réglage amortisseur, qu'on soit plus ou moins chargé. Bon, ça on le trouve maintenant sur beaucoup de modèles. C'est un peu gadget, mais la VR6000 a un sélecteur de puissance 2 positions, soit pleine puissance, soit 75% de la puissance. Bon, il y a aussi un système anti-patinage 3 modes. 1 et 2, ça c'est pour pousser l'accélération un peu à fond. Le 3, c'est pour un pilotage plus en souplesse sur une surface glissante. Bon, question frein, c'est pas du Brembo, mais c'est quand même pas mal du tout. À un moment, à rond-point, j'ai dû un peu écraser tout ça et la moto est restée parfaitement en ligne. Pour les points négatifs, bon, il y en a peu. C'est déjà la bulle. Sur beaucoup de modèles, on peut la régler de l'intérieur. Là, il faut s'arrêter, descendre et dévisser les 2 boutons de devant. Bon, il faudra quand même dire aussi aux concepteurs Kawa qu'on ne fume plus le cigare depuis bien longtemps. Une petite prise USB, ça serait quand même sympa. Bon, il y a aussi le bruit du moteur que je trouve quand même un peu léger. La VR6000 est donc une belle surprise. Il vous faudra quand même débourser 12 499 €. Voilà, c'était la présentation de la Kawasaki VR6000 ici aux Gorges du Verdon. Si vous ne connaissez pas la région, c'est top. Et comme je suis en veine d'informations, n'hésitez pas à visiter le château de Trigance, c'est tout au bout des gorges. C'est fabuleux. Bon, excusez-moi, on m'attend chez Denez, je repars. A tout de suite. Nous sommes à présent avec Franco Gatto. Bonjour Franco. Bonjour. Tu es en charge de la technologie générale d'IR. Oui, plus largement de tous les produits autour de la technologie d'IR. Bien, quand est-ce que le projet Airbag a commencé? Chez Denez, le d'IR Project a commencé en 1997, si je me souviens bien. Le premier prototype a été présenté en 2000. C'était très impressionnant au début. Le DR, tel qu'il a été lancé il y a 10 ans, mais plus de 20 ans de développement sur l'airbag ont en fait été nécessaires. L'airbag est aujourd'hui obligatoire en MotoGP. Est-ce que tu as personnellement participé à cette réglementation? Oui, l'airbag est obligatoire, mais pas seulement en MotoGP. Il l'est aussi en Moto2 et en Moto3. Depuis le début, j'ai fait partie du groupe de travail mis en place pour imaginer et déterminer cette réglementation, maintenant obligatoire dans cette compétition. Alors Denez déplace un camion, le D-Mobile, sur les compétitions comme le MotoGP. Nous avons pu rencontrer Stefano Corte, qui officie sur les Grands Prix et nous explique le système. Alors Stefano, que fais-tu exactement ici avec l'airbag et les combinaisons en cuir? Ce camion est étudié pour proposer un service sur les courses. Aussi, nous procurons aux pilotes le meilleur service possible. Nous pouvons mettre à jour nos logiciels pour de meilleures performances. Cela dépend de la température des pneus, du style de pilotage, donc on doit adapter cela. Quand les pilotes viennent ici, nous branchons le système électronique situé dans la bosse de la combinaison à un ordinateur via une connexion USB. Une fois téléchargé, nous avons toutes les données concernant les mouvements du pilote et en cas d'accident, nous pouvons analyser ce qui s'est passé. Comme il y a une puce GPS intégrée, nous avons la vitesse ainsi que l'endroit où chaque mouvement s'est produit.
C'est un crash ici? Oui, c'est un crash. Comme vous pouvez le voir, cette ligne rouge matérialise l'activation de l'airbag. Je vais maintenant vous montrer le système à l'intérieur de la bosse. Nous profitons de cet appendice aérodynamique pour intégrer tout un système électronique. Avec un GPS en petit ici, et puis la centrale électronique, et la bonbonne de gaz un peu plus haut, et enfin le sac lui-même. Voici la façon dont notre airbag recouvre le haut du corps du pilote. Là, on voit que cela couvre la plus haute partie du buste et les clavicules. Une fois que nous avons téléchargé les données, nous remettons la combinaison en état de fonctionnement, puis nous la plaçons dans cette cabine pour la sécher. Ah, ici c'est pour le séchage. Parfaitement. Les pilotes viennent chercher ici leur combinaison prête à l'emploi. Est-ce que les pilotes utilisent la même combinaison durant tout un week-end de course? Ça dépend. Par exemple, ce week-end, il change beaucoup car il y a de nombreuses chutes. Habituellement, chaque pilote possède 4 à 5 combinaisons pour un Grand Prix. Mais certains utilisent la même combinaison pour plus d'une course. Combien de pilotes portent des combinaisons Denez en Grand Prix? Nous avons 5 pilotes en MotoGP, 5 en Moto 2 et 8 pilotes en Moto 3. Plus des pilotes support qui utilisent d'autres marques qui ont recours à notre technologie d'hier. Comme Furigan par exemple. Nous leur vendons non seulement le système, mais aussi le service. Les marques viennent donc ici et nous effectuons les mêmes manipulations pour eux, avant de leur redonner leur combinaison reconditionnée. Ce camion se déplace donc sur toutes les courses de MotoGP en Europe. Oui, effectivement, il va du Mugello à Assen, à Misano, au Mans, bref, sur toutes les compétitions en Europe. Ce système airbag développé par Denez est-il différent pour les pilotes et pour les utilisateurs sur la route? Non, pas sur le principe. Sur les récentes versions de notre système d'hier, tout est parfaitement similaire, du sac qui se gonfle à la centrale électronique, en passant par l'algorithme à l'intérieur, le produit est le même. Cela fonctionne par liaison satellite. Oui, ne serait-ce que pour que cela se déclenche bien quand le conducteur ou le pilote est en mouvement et non à l'arrêt. La vitesse permet à l'algorithme de comprendre la situation dans laquelle se trouve la personne pour déclencher ou non l'airbag. Vous travaillez aussi sur d'autres types de protection tels que les gants, non? Oui, je suis impliqué dans le travail sur les certifications mises en place pour les gants. Mais je ne travaille pas sur la conception même des gants, c'est-à-dire le design, les matériaux, etc. Comment imagines-tu l'airbag de demain? Qu'est-ce qui sera différent? En fait, c'est une bonne question. Nous réfléchissons souvent à la technologie airbag dans sa globalité. Je pense, ou plus exactement, je crois profondément que la technologie airbag nous permettra d'entourer complètement le corps du pilote de la moto dans le futur, c'est-à-dire du cou jusqu'aux pieds. Parce que nous savons que la protection constituée par l'air est un bon compromis en termes de confort, en raison de la constitution souple du sac contenant cet air, et l'air permet un meilleur niveau de protection pour les utilisateurs. Est-ce qu'on peut considérer que l'airbag constitue une protection cervicale? Non, pour le moment, non. Il n'y a aucun produit sur le marché qui puisse garantir actuellement la protection du cou. Merci Franco. Merci David. Nous avons pu rencontrer le technical manager du DR System, Tommaso Guseo, à l'usine de Molvena. On regarde ça tout de suite. Nous nous sommes transportés à Molvena, à 45 minutes de Vicenza,
pour aller au département R&D où nous sommes avec Tommaso Guseo. Salut Tommaso. Bonjour. Tommaso Guseo est en charge de la technologie airbag, de tout le développement de l'airbag, le fameux DR de Denez. Tommaso, quelle est la différence principale entre ces deux types d'airbags? En fait, la différence principale entre ces deux modèles, c'est le contexte. Celui-ci est étudié pour une utilisation racing, donc il est intégré dans la bosse aérodynamique de la combinaison et il protège la partie haute du corps, comme les épaules. Quant à celui-ci, il est à l'intention des utilisateurs de deux roues sur la route et en ville. Cette fois, la partie la plus protégée est le thorax, le buste. Pourquoi? Parce que le plus souvent, l'impact se produit avec un autre véhicule et la première partie touchée dans ce cas-là est le thorax. Et aussi, ce modèle protège le dos. Tommaso, est-ce que la vitesse de déclenchement est plus rapide sur le modèle piste ou le modèle route? En fait, le système le plus réactif est installé sur le modèle routier parce que, comme je l'ai dit, la situation est souvent celle d'un impact avec quelque chose. La vitesse de déclenchement doit donc être extrêmement rapide et dans ce cas, il s'agit de moins de 100 millisecondes. Quand il s'agit d'une chute sur circuit, normalement on est éjecté de la moto, soit par un low side ou un high side. On a le temps de décomposer le crash. La vitesse de déclenchement est quasiment la même, ceci dit, mais les circonstances où cela joue un vrai rôle, c'est sur la route. Le système électronique est donc contenu ici pour le modèle Racing? Oui, dans la bosse arrière. Et pour la route, où est-ce que c'est installé? Ici, ce n'est pas très visible, mais c'est sur le dos. Il n'y a que de l'air, c'est important. Le système électronique est intégré dans la plaque dorsale qui fait partie du système. Mais les pilotes ont aussi une plaque dorsale, non? Oui, mais les pilotes sur un circuit veulent une plaque dorsale dédiée. Tommaso, peux-tu nous emmener pour une visite de votre département R&D? Donc là, nous sommes dans la partie dédiée à la technologie d'IR. Oui, c'est ici que sont pensés et développés tous les produits liés à la technologie d'IR, du design au système électronique embarqué. Et ici, sur ce cintre, c'est la plaque dorsale dont nous avons parlé tout à l'heure. Le sac est donc intégré dans la partie souple et la partie électronique est dans la partie rigide. C'est pour la route. Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, où sommes-nous? Nous sommes dans la partie R&D où naissent et prennent vie tous nos produits. Là-bas, nous avons la partie sur le choix des matériaux. Ici, nous avons la conception des modèles pour chaque produit. Nous imaginons et fabriquons environ 200 produits par an, dans différentes tailles, dans différentes couleurs. C'est un énorme travail. Et ici, sur les dernières tables, nous passons à l'étape de l'industrialisation, avant d'arriver dans la partie prototype. Donc toutes les étapes sont connectées, de la conception au prototypage, en passant par le design, tout est regroupé dans cette même zone. La production est donc ailleurs. Non, il s'agit du secteur R&D simplement. La production est dans l'autre bâtiment, de l'autre côté de la route. Ici, nous sommes dans nos archives historiques où nous conservons une partie des plus importantes combinaisons que nous avons designées et qui ont été portées par nos pilotes. Ouais, je vois pas mal de cuir porté par de grands pilotes. Je vois Biaggi ici. Oui. Tout le monde est là en fait. Schwanz. Tout le monde est ici en fait parce que c'est les combinaisons que nous avons réalisées. Et ici, je vois aussi Olivier Jacques là-bas. Oui, c'est ça. Ici, c'est divisé par pilote et par technologie aussi. Ça, ce sont les dernières combinaisons qu'on a faites. Et là, on va arriver sur d'autres productions. Vous avez beaucoup de pilotes. La plupart sont italiens. Est-ce important?
Vous avez Valentino Rossi par exemple. Oui, c'est vrai qu'il y a des pilotes italiens qu'on veut avoir, qui travaillent aussi avec des marques italiennes. En MotoGP, vous avez donc Rossi, Iannone. Oui, mais on a aussi Miller. On a également Morbidelli, Paul Espargaro. Et ce ne sont pas des pilotes italiens, eux. Savez-vous combien de cuirs sont entreposés ici? Non, sincèrement, c'est impossible de compter. Nous en avons ici, nous en avons encore d'autres à Vicenza. C'est très difficile de connaître le nombre exact. Et donc ici, c'est le premier prototype d'airbag. Oui, c'est le premier modèle qui a été utilisé en test. C'est donc le premier prototype d'IR. La technologie est déjà dans la bosse, comme aujourd'hui, mais la différence principale sur ce modèle, c'est que l'airbag n'était pas intégré à l'intérieur de la combinaison. Il se déclenchait à l'extérieur. À quand cela remonte? Oh, ça remonte à 2009 si je me souviens bien. La rubrique que vous attendez tous, le web atelier de Didier, c'est maintenant. Trouvez toutes vos pièces et accessoires pour réparer et entretenir votre deux roues sur labécannerie.com. Bonjour David, bonjour Sans Concession. Aujourd'hui, on va vous parler pneumatique encore une fois. On va parler équilibrage, on va parler valve et vous faire voir un peu comment ça se passe. Sur les pneumatiques, vous avez une trace qui est représentée par un point sur certaines marques. Ça, c'est pour faire voir que le pneu, en fait, quand il était fabriqué, il a été équilibré et le poids le plus léger sur le pneumatique, il est à cet endroit-là. C'est pour qu'au niveau du montage, ça nous aide à le mettre en face de la valve, puisque la valve, elle, va avoir un poids supplémentaire sur l'ensemble de la roue. Ensuite, la valve, il y a plusieurs principes de valve. Il y a des valves coudées, comme on a monté sur cette moto. Il y a des valves droites. Alors ça, on va vous faire voir pourquoi. L'équilibrage, alors c'est quelque chose, c'est pas une machine électronique qui doit faire l'équilibrage. Hein. Moi, je vais vous parler d'une balance, quelque chose qui est connu par nos ancêtres, nos grands-parents, enfin bref. Une balance, c'est pas ça. Hein. Une balance, c'est en fait un axe sur lequel on va avoir deux paniers pour pouvoir mettre des choux et des carottes ou des poids pour pouvoir déterminer en fait au marché combien de carottes on a. On va y se servir du même principe, de ce même principe. Ce principe, c'est en fait la gravité, c'est ce qui nous attire les pieds vers le bas. Donc, si on a un poids qui est rajouté sur la jante, eh bien, la jante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va forcément tourner pour que le poids le plus lourd aille vers le bas. C'est ce qui fait qu'on a les pieds par terre. C'est ce qui est utilisé en superbike, en MotoGP. On peut prendre 300 km/h avec ce principe-là à partir du moment où l'équilibrage est bien fait. Donc, on vous fait voir. Si on retire le plomb de la roue, on va lâcher notre roue. Et on va se retrouver avec la roue qui à un moment va s'arrêter. Elle tourne sur son axe avec des roulements à l'intérieur de la jante, montée sur deux roulements avec un axe libre. Du coup, on va se retrouver avec du poids qui va être réparti sur l'ensemble de la jante, des disques et du pneumatique et qui va descendre, qui va se retrouver en bas. Ce poids-là, qui va être en bas, on va le contrer avec des masses. Alors, on appelait ça dans le temps des plombs. Ça ne s'appelle plus du plomb, bon, pour des questions écologiques. On appelle ça des masses d'équilibrage. Donc, il en existe des noirs, il en existe de toutes les couleurs, suivant les couleurs de votre moto. Donc, quand on va mettre, par exemple, sur notre roue, 20 grammes au poids le plus haut, puisqu'on a le poids le plus bas en bas, dès qu'on rajoute nos 20 grammes, on se remet avec l'axe au milieu, on se met à 3 heures et à 9 heures pour représenter une horloge. Et là, on se retrouve avec notre poids qui équilibre justement le poids, le bas lourd de la jante et du pneumatique. Allez, autre test. On va rajouter encore du poids. Donc on rajoute 20 grammes supplémentaires. Si on rajoute 20 grammes supplémentaires sur notre jante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça devient le poids le plus lourd et forcément, ça va descendre en bas. Tout ça pour vous dire que si vous ne faites pas l'équilibrage sur une roue de moto ou s'il est mal fait, et donc faire confiance à l'électronique et à des capteurs électroniques, c'est pas évident, on a quand même un gros avantage par rapport à l'automobile, c'est que nous, on n'a pas une jante qui est fixée sur un moyeu. On a un axe qui est pris dans nos roues. Donc, avec ce principe, avec une équilibreuse statique, on a quand même un très bon comportement. Du coup,
notre poids le plus bas est en bas. Donc on va forcément retirer l'excédent qu'on a mis, se remettre horizontal et on va regarder la roue où est-ce qu'elle part. Si la roue fait ça, forcément c'est qu'on a trop de poids ici. Si votre roue fait ça, c'est qu'on a mis trop de poids. Donc là on a mis 20 grammes, il faudra en mettre 15 ou 10. Des fois rien ou des fois 5 grammes. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas dépasser les 50 grammes de poids. Au bout de 50 grammes, c'est qu'il y a un problème. Donc dans ce cas-là, il faudra que le technicien qui a monté votre roue, il fasse tourner le pneumatique avec ce point du coup qui va être à l'opposé pour essayer de mettre le bas lourd, le poids le plus lourd de la jante et le poids le plus lourd du pneumatique, et bien pas les mettre ensemble, mais justement les diviser pour répartir votre poids. Nous sommes maintenant avec Fanny Boria qui s'occupe du design des protections, non seulement de la moto, mais dans les autres sports. Bonjour Fanny. Bonjour. Fanny, nous avons des protections pour les épaules ici. Oui, nous développons des protections pour l'ensemble du corps, en particulier pour les épaules, les coudes et les genoux, parce qu'ils nécessitent les mêmes certifications et les mêmes principes de protection. Pour le dos, le buste, nous développons un système global de protection réuni dans une veste de sécurité qui protège également les côtes et les clavicules. Nous avons ici la première protection dorsale qui a été développée pour la compétition avec une forme qui a été pensée pour les pilotes, avec une liberté de mouvement pour les omoplates. L'omoplate. Ce modèle plus récent est également adapté à un usage plus large. Nous l'avons pensé pour un usage balade. La couverture générale est plus importante et cela autorise davantage de mouvements pour le corps. Il est composé de plusieurs parties. Le principe est le même que sur le modèle compétition, avec plusieurs plaques principales reliées entre elles. Et celui-ci, c'est la potion magique, avec le matériau qui compose nos protections. Notre technologie Pro Armor est composée de caoutchouc, mais le caoutchouc classique ne suffit pas. Nous avons donc développé le compromis qui nous semblait idéal, avec un matériau suffisamment souple et dur lors de l'impact. Comfortable, very smooth, but in the same time with a very low thickness, very protective. Thank you, Fanny. Merci Fanny, merci pour cette explication de vos nouveaux produits. Maintenant, c'est au tour d'Adrien et de son bike gaming. Regardez. C'est bien connu, genre pluvieux, joueurs heureux. Alors aujourd'hui, oublions les jeux mobiles, restons au chaud et parlons console de salon. Amateurs de road trip, ce bike gaming est pour vous. The Crew 2, le nouvel opus du jeu de course d'Ubisoft. Dans cette ambitieuse suite, on nous promet de parcourir les États-Unis de Miami à Los Angeles, sur le bitume, en hors-piste, dans les airs et sur l'eau. Rien que ça. Pour cette épopée sauvage, vous aurez le choix entre les autos, les bateaux, les avions et ce qui nous intéresse plus particulièrement, les motos. Dans le garage des deux roues, vous trouverez des KTM, Kawasaki, Indian, Ducati et même des Street Glide et Aron 883 d'Harley Davidson. De quoi satisfaire a priori différents types de conduite. Je vous laisse admirer quelques images du jeu qui s'annoncent aussi beau que complètement déjanté. Si comme moi, vous êtes impatient à la sortie de The Crew 2 d'Ubisoft, alors sachez que le jeu sera bientôt disponible le 29 juin sur PS4, Xbox et PC. En attendant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour le test du jeu que je vous prépare. On termine l'émission par un débrief sport un peu particulier parce qu'on va rencontrer Marco Pastore, le responsable de l'airbag en compétition. On est maintenant avec Marco Pastore, responsable du département compétition chez Denez. Marco, tu es en charge de tous les pilotes en compétition pour Denez. Oui.
Oui, évidemment. Nous avons des pilotes en sport moto, mais aussi dans le ski et en vélo. Et en moto, combien de pilotes as-tu en MotoGP? En MotoGP, nous avons 18 pilotes et 16 d'entre eux portent également des casques AGV, puisque nous avons repris la marque. C'est un pack complet que nous fournissons à nos pilotes des catégories MotoGP, Moto2 et Moto3. Ok, est-ce que tu as des pilotes français? Je crois que tu as Vincent Philippe, c'est une longue collaboration. Oui, c'est une longue collaboration. C'est un pilote de grand talent. Nous l'apprécions beaucoup et il a obtenu d'excellents résultats ces dernières années. Et nous sommes heureux d'associer notre nom à ce qu'il accomplit en compétition. Est-ce que les pilotes viennent ici pour tester le matériel et vous rencontrer? Ils viennent parfois pour visiter l'entreprise à Vicenza, dans les bureaux. Mais ils viennent aussi à Molvena, où ils peuvent rencontrer nos techniciens du service R&D pour échanger et éventuellement améliorer les produits. Ils peuvent aussi voir et sentir la façon dont nous fabriquons les produits. Et vous avez des pilotes de notoriété comme Valentino Rossi, c'est un partenariat de longue date, ça aussi. Oui, c'est un partenariat de longue date que nous avons avec Valentino. Il a commencé avec nous dès le début de sa carrière et encore aujourd'hui, il utilise et court avec nos produits. Nous sommes très heureux et nous sommes certains que cela va continuer. Ainsi, nous pourrons l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Est-ce que Valentino Rossi est important pour les ventes des produits d'Enez? C'est certain que Valentino est un grand nom. Il apporte une grande crédibilité à nos produits. Il contribue à l'image de notre marque et évidemment, il a un impact sur nos ventes. Combien de cuir fournissez-vous aux pilotes sur une année? Plus ou moins entre 10 et 15 en moyenne. Ça dépend des chutes et d'autres paramètres. Quel est le pilote le plus exigeant? Cela dépend. Avec Valentino, nous fournissons un travail bien spécifique. Ces cuirs comportent beaucoup de détails que nous avons étudiés avec lui, et cela se retrouve sur les produits du commerce. Nous lui devons beaucoup, car c'est un testeur très exigeant dans les moindres détails. Et je crois qu'à Molvena, il y a des personnes qui sont particulièrement dédiées au matériel de Valentino Rossi. Une partie de la production est dédiée aux pilotes. Et bien sûr, le savoir-faire des personnes qui travaillent, cela est très important. Car nous devons fournir un service d'une qualité optimale. C'est une question de compétence et nous apprenons chaque année un peu plus. Ok, thank you Marco, thank you very much. Maintenant, on va aller regarder justement l'usine de production des cuirs à Molvena. Nous sommes donc à Molvena, dans le bâtiment qui fait face au bâtiment R&D, et là travaillent de nombreuses couturières. Ici, elles travaillent sur les bosses des combinaisons en cuir. Avec une technologie ultra moderne, on voit ici la combinaison de Yannone qui est en train d'être fabriquée avec de la modélisation et des cuirs également des pilotes Moto 3 dont nous parlait Marco Pastore tout à l'heure. Et c'est ici que partent tous les cuirs, non seulement pour les pilotes, mais pour tous les utilisateurs d'Enez dans le monde. On va se quitter sur ces images et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une visite tout aussi exceptionnelle. Rendez-vous donc la semaine prochaine. Salut à tous. Assurer un deux roues, c'est facile. Assurer un motard, c'est notre histoire.
Mutuelle des motards, liberté assurée. Rendez-vous sur mutueldesmotards.fr.